sommes toujours en studio avec Jules Torret, journaliste politique au JDD, et Paul Melun, écrivain et essayiste. Nous allons écouter, si vous le voulez bien, messieurs, un extrait du discours de Bruno Retailleau. C'était il y a quelques minutes à peine, à la Convention nationale du CRIF à Paris, à la Maison de la Chimie. Lourde charge du ministre de l'Intérieur contre l'islamisme. Près de 24% des Français qui déclarent être de confession musulmane affirment soutenir le recours à des actions violentes contre des juifs. Parce que jamais je ne confondrai l'islamisme avec l'islam. Car qu'il soit salafiste ou bien frériste, qu'il soit terroriste ou bien séparatisme, l'islamisme est toujours antisémite. L'islamisme est un bloc de haine. Il porte l'antisémitisme, comme la nuée porte l'orage. Et il porte désormais ses coups. Voilà les mots forts de Bruno Retailleau. Les chiffres sont édifiants. Il va y avoir quand même quelqu'un qui parle clairement. Oui. Mais c'est certain, il marche pas ces mots quand même, Bruno Retailleau. Je trouve que le chiffre et l'état des lieux est terrible. L'état des lieux est terrible. On l'a commenté cette semaine avec cette enquête de l'Ipsos qui, honnêtement, nous a tous un petit peu glacés quand on voyait les résultats, notamment en fait ce retournement historique de l'antisémitisme à gauche. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, l'antisémitisme est à gauche. Il est véhiculé à gauche par une certaine gauche, pas toute la gauche, mais quand on voit que 25% des électeurs de la France insoumise des sympathisants de la France insoumise ont de la sympathie pour le Hamas, qui est un mouvement terroriste qui a tué 1500 personnes il y a encore de cela quelques mois en Israël, dont 48 franco-israéliens, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Quand on voit qu'aujourd'hui, et c'est des chiffres encore une fois qui sont donnés par Bruno Retailleau, les juifs aujourd'hui en France représentent beaucoup moins d'1% de la population, mais sont les cibles de 50% des agressions racistes et anti-religieuses. Alors que, Bruno Retailleau, alors que nos compatriotes juifs représentent moins de 1% de la population française, ils sont l'objet de 50% d'agressions racistes et anti-religieuses. Il y a plus qu'une surreprésentation de l'antisémitisme par rapport à ce que l'on appelle l'islamophobie. Moi, je conteste le terme, ou en tout cas plutôt les actes anti-musulmans ou les actes anti-chrétiens. Il est vrai que les actes antisémites surplombent cela, surtout quand on prend les proportions de juifs au sein de notre pays. Donc c'est évidemment un constat qui est alarmant. Et j'ajouterai une chose à ce qu'a dit Jules par rapport au fait que l'antisémitisme serait plutôt à gauche. D'abord, c'est une certaine gauche, c'est l'extrême gauche. Il existe encore aussi à l'extrême droite, même s'il est résiduel. Et ensuite, je dirais surtout qu'il est mu par l'islam politique et qu'il s'est drapé dans l'antisionisme pro-palestinien, ce nouvel antisémitisme, et que c'est là la jonction entre une partie de l'extrême gauche militante, les compagnons de route de Jean-Luc Mélenchon, etc., et l'électorat de Seine-Saint-Denis d'un certain nombre de députés LFI, qui, mus par une vision de l'islam politique tout à fait en décalage avec les valeurs de la République, se rejoignent. Et c'est cette jonction-là qui crée le nouvel antisémitisme. On les voit dans les manifestations, cette gauche donc de la France insoumise, cette gauche mélanchoniste, et monsieur Elias Dimzalen, dont on a beaucoup parlé, qui est un fiché S islamiste invité en grande pompe sur le service public, eh bien, ils manifestent ensemble. Ils ont manifesté en septembre ensemble. C'est là que monsieur Dimzalen a appelé à l'intifada. Ils ont encore manifesté il y a quelques jours devant le Stade de France avec Éric Coquerel, avec Ercilia Soudet, qui sont des députés de la France insoumise. Donc on voit très bien qu'aujourd'hui, ils battent contre les violences faites aux femmes. Ensemble. Bien sûr, ils battent le pavé ensemble. La politique n'avait rien à voir, n'avait rien à faire là-bas. Bien sûr. Lors de cette marche, pardon. Oui. Non, mais vous avez complètement raison. Donc la vérité, c'est qu'aujourd'hui, ils battent le pavé ensemble. Ils sont main dans la main. On commence à le voir de plus en plus. Évidemment que c'est une stratégie électorale. On ne le redira jamais assez. Jean-Luc Mélenchon, il est passé à 400 000 voix du second tour en 2022. Donc il a fait le choix, le cynique électoral, d'aller draguer un électorat issu des quartiers, issu des banlieues, musulmans radical, et donc il veut accéder au second tour de l'élection de 2027. Le problème, et à mon avis c'est là le côté mauvais de son calcul, c'est que désormais c'est Jean-Luc Mélenchon le diable de la République. C'est que dans un second tour, face à Marine Le Pen, le système roulera pour Marine Le Pen. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est nocif pour la gauche. C'est de la kryptonite pour la gauche. Et elle doit, en effet, et c'est ce qu'on dit depuis le début de cette émission, rompre avec la France insoumise. Voilà, le faire officiellement et le faire vite. Et à l'Assemblée. Et à l'Assemblée nationale, évidemment. D'ailleurs, Gabriel Attal les a appelés, absolument, n'est-ce pas, oui, à le faire.
Est-ce que Michel Barnier va pouvoir continuer? Est-ce que Bruno Retailleau va pouvoir continuer? Je ne cite que. C'est un peu la semaine de tous les dangers, là. Parce qu'on ne connaît pas forcément les autres ministres. Vous êtes taquin, Jules Torres. Il y a un sondage qui nous dit que il y a un sondage qui nous dit que 27% des Français ne peuvent pas citer un seul ministre. Ah mais ça m'étonne pas. Mais ça m'étonne pas. Alors, ça ne m'étonne pas. Il y en a 41. Non, la vérité sur cette Assemblée nationale. Non mais moi je voudrais savoir s'ils vont passer. Alors s'ils vont réussir à passer Noël. Alors, malheureusement, je suis journaliste politique, pas Nostradamus. Mais donc. Demain, il faut qu'ils évitent une motion de censure à l'Assemblée. Le budget, le budget va revenir à l'Assemblée le 18 décembre. Ensuite, a priori, on aura un 49.3 le 18. La Constitution nous dit qu'il faut 48 heures entre le dépôt d'un 49.3, une motion de censure, et son vote. Donc, la vraie question, c'est est-ce que le Rassemblement national, le 20 décembre, donc 4 jours avant Noël, 4 jours avant vos cadeaux, Pascal, et je peux vous dire qu'avec Paul, on viendra avec beaucoup de cadeaux. J'espère, attention, c'est enregistré. Absolument. Donc, 4 jours avant Noël, le Rassemblement national aura la terrible décision de savoir si oui ou non on aura et un budget et un gouvernement. Et ce sera évidemment tout l'objet du rendez-vous de demain matin entre Marine Le Pen et Michel Barnier. Marine Le Pen se rend à Matignon à 8h30, donc aux aurores, pour discuter du budget, de la loi immigration, de possiblement l'ajout du mode de scrutin proportionnel pour de nouvelles législatives. Je peux vous dire que le RN a haussé le ton et très remonté. Donc Marine Le Pen, elle va pas y aller en souriant demain. Elle attend des résultats. Elle veut que Michel Barnier réponde à ses exigences. S'il ne répond pas à ses exigences, notamment sur la hausse de l'électricité pour les plus faibles, eh bien je peux vous dire que le RN censurera. Ce sera évidemment à la fin du mois, mais le RN censurera et Michel Barnier ne sera plus là. Peut-être qu'il sera renommé ensuite au début de l'année 2025, mais en tout cas, ce serait catastrophique pour le pays, catastrophique pour notre budget. Mais Michel Barnier, il doit répondre. On finirait comme la Grèce. En son temps, c'est ça, non ? Il y a deux choses. Soit, on peut pas avoir un shutdown à l'américaine en France. C'est-à-dire que nous, on a des mécanismes institutionnels qui nous permettent... Le scénario à la grecque, oui. Maud Brejon le disait dans le Parisien ce matin. Qui nous permet... oui, évidemment, Maud Brejon, elle dit ça parce qu'elle ne veut absolument pas un budget. En revanche, on prendrait un projet de loi spécial, mais qui ressemblerait au budget de l'année dernière. Donc évidemment, aujourd'hui, il y a des surcoûts. Donc économiquement, ce serait évidemment terrible. Le problème, c'est que Michel Barnier, il savait, quand il a été nommé à Matignon, qu'il y avait une situation politique qui était explosive. Mine de rien, la méthode Barnier qu'on a beaucoup louée lors de sa nomination, elle commence à agacer certains, et notamment Marine Le Pen, et c'est la raison pour laquelle dans notre baromètre mensuel IFOP JDD, où on qualifie la confiance aujourd'hui et le niveau de satisfaction du Premier ministre et du Président de la République, eh bien Michel Barnier, il dévisse, il perd 9 points en 3 mois. Notre ami Frédéric Dabi, il nous dit qu'il est sur un toboggan, et cette raison, c'est parce que on a l'impression, les Français ont l'impression qu'il ne se passe rien, qu'il ne fait rien. Donc voilà, Michel Barnier, il promet des grandes mesures s'il arrive à passer l'hiver. Le passera-t-il ? Ça, c'est toute la question. Bon, le passera-t-il politiquement ? Oui, politiquement, on a bien raison. Jules Torres, quand il est lancé, vous savez, le journaliste politique, il nous fait peur. Là. On a bien compris. Non, Paul Melun, votre avis, votre sentiment un peu sur cette motion de censure à l'Assemblée nationale qui pointe le bout de son nez. On ne découvre pas la précarité de ce gouvernement et sa fragilité. La vie politique est telle qu'aujourd'hui, quand vous regardez la composition de l'Assemblée nationale, et c'est le cas depuis ces législatives les dernières, on sait très bien que la tripartisation de la vie politique, ça rend le pays ingouvernable. Que ce soit le bloc central, que ce soit le RN ou que ce soit la gauche, personne n'est en mesure de gouverner le pays. Là, on a pris un plus petit commun dénominateur, c'est extrêmement compliqué. Donc, on a tous les yeux rivés sur l'attitude du Rassemblement national. Moi, je pense que Marine Le Pen n'a pas intérêt, peut-être que je me trompe, je n'ai pas l'expertise des couloirs de l'Assemblée nationale qu'a notre ami Jules Torres, mais par contre j'ai plus que lui en philosophie. Mais montrez-le. Il est très bon. Oh, mais ça, attention à vous. Mais je pense que Marine Le Pen n'a pas intérêt pour le moment à convoquer une crise politique qui pourrait après lui être reprochée par ses électeurs. Et justement, l'argument qui est donné, c'est qu'en effet Marine Le Pen n'a pas vraiment intérêt à censurer parce que elle, l'électorat qu'elle vise pour 2027, c'est plutôt l'électorat de la droite modérée qui ne veut pas du tout de cette censure parce qu'elle voit cette censure comme du chaos et comme du désordre. En revanche,
Marine Le Pen, elle ne veut pas froisser son propre électorat. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr, mais aujourd'hui, elle a un électorat qui souhaite de plus en plus une censure au fil des semaines. D'ailleurs, on voit bien que chez cet électorat qui voyait plutôt d'un bon œil la nomination de Michel Barnier, eh bien, cette confiance entre l'électorat du RN et le Premier ministre, elle commence à s'éroder. Donc voilà, ça donne des arguments pour Marine Le Pen, ça donne des arguments pour censurer, parce que Marine Le Pen, si aujourd'hui elle existe, si elle est la favorite dans les sondages, si elle est donnée à quasiment 34 ou 35% pour la prochaine présidentielle, c'est parce qu'elle a un bloc électoral très solide, une assise électorale très solide, et elle ne peut pas décevoir ceux qui l'ont portée à la tête, quasiment à la tête de l'opposition du pays. Oui, puis en plus, elle est un peu empêtrée dans les affaires d'assistants parlementaires. En ce moment, Marine Le Pen... Je ne sais pas s'il faut y voir un lien, Pascal. Peut-être qu'il y avait quand même non, mais si elle déclenche une crise supplémentaire, ça fait beaucoup. Peut-être qu'il y avait quand même un lien entre les affaires judiciaires et là, réagiter la menace de la censure, alors même qu'on n'en parlait pas ces dernières semaines. Donc il y a quand même... On ne va pas reprocher au RN de faire de la politique et de faire de la communication. Tous les partis en font et ils sont légitimes à en faire. Cependant, on peut quand même, à mon avis, le noter et le remarquer. Bravo, Paul. Bon, messieurs, je vais être obligé de vous libérer. C'est gentil. Je vous explique parce que sinon on va se faire fâcher. Vous avez un autre rendez-vous. Et ça vous arrive d'arriver en retard à cause de moi. Pascal, non, pas avec une autre femme. Avec Otman Nasrou. Voilà, c'est ça. Vous avez un autre rendez-vous télévisuel qui vous attend, chers amis. Donc je vais vous libérer, Paul Melun, Jules Torres. Merci beaucoup d'avoir été avec moi dans ce studio. Une petite annonce antenne pour les copains d'Europe 1, Pascal Praud, que j'embrasse et que je salue. C'est 2 rendez-vous par jour sur Europe 1. D'abord avec l'heure des pros de 9h à 9h30 en codiffusion avec CNews et ensuite de 11h à 13h pour vous donner la parole parce que, comme le dit Pascal, le plus important, c'est vous. Pour participer à Pascal Praud et vous, appelez le 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé, et Europe 1 vous rappellera. Il est 19h57, dans un instant évidemment le journal de 20h. Je voulais vous signaler que nous allons aussi parler de l'Ukraine. Régis Le Sommier, journaliste, grand reporter, qui est de retour d'Ukraine, sera avec nous dans ce studio, puisque le chef de la diplomatie française a eu des mots très forts. Il ne fixe pas de ligne rouge face à la Russie, il n'exclut pas l'envoi de troupes françaises en Ukraine. De son côté, Vladimir Poutine menace, lui, toujours les pays occidentaux avec un nouveau missile de portée intermédiaire. C'est vrai que la situation en Ukraine doit aussi éveiller notre attention. Les frontières de l'Europe. Ce conflit sera-t-il réglé en 2025 comme le souhaite le président Zelensky? On a plutôt le sentiment aujourd'hui, on demandera à Régis Le Sommier qui était sur le terrain et du côté ukrainien et du côté russe. Nous l'avons joint en direct. Il va nous faire un point d'étape. C'est important de savoir comment la guerre va tourner. La position de la France, en tout cas, est en train de se renforcer. La France qui rejoint les Américains, qui rejoint les Britanniques. Et quelle sera la réponse de Vladimir Poutine? On posera toutes ces questions à Régis Le Sommier dans un instant sur Europe 1, dans Europe 1 Week-end Soir.